Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, confortablement installés, prêts à passer un bon week-end. Aujourd'hui, c'est déjà l'heure du bilan, c'est l'heure du top manga vorace avec pas moins de 22 titres différents. C'est quoi le top manga vorace? Bah vite fait comme ça, c'est tout simplement le classement des différentes lectures des mangas que je vous ai présentés tout au long du mois d'octobre, puisqu'aujourd'hui c'est le top manga vorace du mois d'octobre générique. Sans plus attendre, on va démarrer tout de suite avec les classements de la 22e et de la 21e place, les deux lectures que je n'ai pas appréciées. Ensuite, de la 20e à la première place, ce sont vraiment des titres que j'ai aimé lire, que j'ai décidé de classer. Donc forcément, ça implique certaines injustices peut-être, ou pas, mais ça implique forcément une hiérarchisation des différents titres. Je vous le répète, je les ai aimés, sauf les deux là qui arrivent. À la 22e place, j'avais pas d'autre choix que de placer La Pomme Prisonnière, tout simplement parce que, je me répète, j'ai eu ce sentiment d'être trahi dans le contenu, parce que je ne pouvais pas regarder ce qu'il y avait dedans, parce que c'était un titre de Kenji Tsuruta, et je m'attendais vraiment à autre chose. Je m'attendais également à autre chose de la part de Nueve par rapport à ce qu'ils proposaient sur leur bandeau. Bref, je n'ai pas compris, et je n'ai pas aimé ce que je n'ai pas compris en plus. Voilà, il est classé dernier ce mois-ci, même s'il a fait bonne sensation chez d'autres lecteurs, c'est tout à fait normal, mais moi ça n'a pas du tout, mais pas du tout pris. Et en 21e position, un autre titre où j'ai pas compris grand-chose au dessin, très souvent c'était bien haché, avec énormément de traits, un dessin assez épais, et une histoire un peu what the fuck, couplé comme ça avec un contexte historique que j'ai pas bien saisi. Donc là c'est Zignisé, le tome 1. Je suis complètement passé à côté et bon, je ne continuerai pas la série parce que voilà, en fait, tout simplement, quand je vous disais, c'est très noir. Alors il y a de très bonnes choses, il y a de très bons dessins, il y a des personnages par moments qui sont assez charismatiques. On appréciera en plus à l'intérieur, je l'ai eu avec les éditions Shiba, donc les 3 ex-libris qui étaient dedans, c'était plutôt pas mal. Mais globalement, j'ai pas tout saisi et j'ai pas tout apprécié, donc il sera 21e pour ce mois-ci. On attaque maintenant la 20e place, donc des séries que je suis, des séries que je peux recommander selon ce que vous aimez, selon ce que le manga propose d'ailleurs de lui-même. À la 20e place toutefois, le tome 16 d'un manga qui est retourné dans ses travers. Voilà, c'est-à-dire que les 4-5 premiers tomes, j'aimais pas trop, j'avais failli arrêter la série, puis finalement, le manga avait gagné dans son identité, avait gagné dans son trait, dans son énergie, dans son originalité, donc c'était plutôt pas mal, et jusqu'au tome 11, 12, 13 que je trouvais vraiment top, et puis finalement l'arc il est à rallonge, il n'en finit plus, et je vous parle là du tome 16 de Jujutsu Kaisen, celui-ci, je le trouve très dispensable dans son rythme, dans ce qu'il propose, dans l'avancée de l'histoire en elle-même. En fait, il ne se passe quasiment rien. On sent, en tout cas c'est mon avis, que le manga a gagné en popularité et qu'on a un petit peu obligé l'auteur, je pense, à rallonger parce que honnêtement c'était beaucoup plus intense il y a 2-3 tomes, et alors que l'arc avance, le rythme ralentit. Moi je trouve ça décevant. Et dans le même cas de figure, nous avons le tome 10 de Feu Kaze, puisqu'à partir du tome 11, on aura du coup Crunchyroll. Le scandale, là, bon bref. Mashle, là aussi en fait, il se passe pas grand chose. Alors c'est un peu plus rythmé, c'est un peu plus en lien avec ce qu'il proposait dans les tomes d'avant par rapport à Jujutsu Kaisen où on sent vraiment une perdition là du rythme, mais c'est pareil, il y a un gros ralentissement, l'humour est très nettement moins présent, ce qui pourtant était une grande force de ce manga, les bonnes parties de rigolade. Là on a davantage de combats, en plus c'est du déjà vu, il y a un côté One Punch Man, couplé Harry Potter, indéniable, mais il y a énormément de références à d'autres shonen du genre, donc au niveau de la surprise et de l'originalité des combats, on n'y est pas trop, et en plus il n'y a pas l'humour qui était si caractéristique de la série, donc pour le coup ça c'est également un tome relativement décevant. On verra aussi par la suite, je crois que c'est pas une série qui va être très longue, mais enfin ce sera tant mieux d'ailleurs, mais c'est vrai que bon voilà, 19e place pour Mashle ce mois-ci. Et on continue dans les shonen un petit peu décevants, et
pourtant je le classe mieux que Jujutsu Kaisen et mieux que Mashle, alors que pour moi c'est peut-être le moins bon des 3 sur l'ensemble des tomes lus actuellement. Je parle du tome 4, alors le tome 3 et 4, hein, j'avais fait la lecture des tomes 3 et 4, je vous propose 22 titres, oui, mais j'ai lu plus que 22 mangas. Parfois j'ai lu 2, 3 ou 4 tomes d'un même manga, donc on monte à environ 35-40 tomes dans le mois, à peu près. Donc le tome 4 de Sakamoto Days, qui est un petit peu mieux que Jujutsu Kaisen et Mashle, ça je vous l'ai dit d'ailleurs mardi dernier, parce que bon, on est aussi qu'au tome 4, donc c'est normal de trouver une espèce d'originalité, une montée en puissance de ce que l'auteur et de ce que le récit peut proposer en termes d'humour, en termes d'action, même en termes d'originalité tout simplement des différents combats. Et là c'est le cas en fait, c'est parce que c'est le tome 4 que c'est un petit peu mieux. Bon, je mets ma main à couper que cette série arrivée au tome 10 va me faire un effet tout pareil, hein, de la latence, une certaine répétitivité, un manque d'originalité, j'en suis absolument certain. Bon, est-ce que je vais continuer cette série? Je sais pas. Bon, j'ai des lecteurs à la maison, donc oui, je vais la continuer, mais c'est vrai que je me jette pas dessus. 18e place pour Sakamoto Days. On passe maintenant dans la collection d'Eitan avec un manga qui manquait pas d'originalité à sa découverte, avec la lecture des tomes 1, 2, 3. Donc je vais vous présenter le tome 1, mais la qualité du manga augmente, et c'est vrai que si je prenais globalement l'ensemble de la lecture, ou alors juste le tome 3, alors peut-être même qu'il gagnerait 2-3 places. Je parle de Chastity Reverse World, avec ce monde à la chasteté inversée, j'en ai parlé. On n'est pas là pour avoir du beau dessin, même si ça fait le travail, c'est quand même très humoristique pour public averti, avec cette inversion des genres, et donc des clichés, des préjugés, du sexisme, ça marche plutôt bien, et en plus le manga pousse un petit peu plus loin à chaque tome l'univers et l'humour, donc ça fonctionne. Moi je sais que j'ai pas mal à rigoler quand même, notamment les tomes 2 et 3, le tome 1, je trouvais que ça allait pas assez loin dans l'idée, et il se trouve qu'avec les tomes 2 et les tomes 3, vraiment on plonge les 2 pieds dans le plat, là ça marche plutôt pas mal. Donc ouais, c'est drôle, ça fait bien la blague, je le classe 17e, et c'est un bon moment, un bon petit moment de lecture un petit peu décalé. Vous pouvez jouer les curieux ou les curieuses si l'envie vous prend, c'était assez rigolo. Et à la 16e place, on est toujours chez Meian avec un titre. Alors c'est difficile de le quantifier, de le classer, parce que je pense qu'on peut mesurer l'œuvre uniquement dans son intégralité. Je vous avais dit cette sensation de lire un tome, donc j'ai fait la lecture de 3 tomes pour l'instant, et d'avoir une sorte de Rubik's Cube dans les mains. Vous avez lu un tome, c'est comme si vous aviez fait une face, et puis vous vous mettez à la lecture du tome 2, et la face d'avant c'est défaite puisque vous avez refait une autre face, et ainsi de suite. Et là vous vous dites, je vais jamais m'en sortir, elle est où la solution? Là c'est les 7 ninjas des fous, donc là c'est le tome 3, mais effectivement l'histoire est assez complexe à comprendre, et vraiment, il va pas falloir que je traîne trop pour lire les tomes 4, 5 jusqu'à 10, parce que il va falloir que je saisisse tout, et je pense, j'en suis presque sûr, pour pouvoir me faire une idée globale de la série, il faut l'avoir lu dans son intégralité. Néanmoins, il y a une chose qui est sûre, les dessins sont absolument sublimes. On est dans du sugary-like, et honnêtement, c'est le culte du corps, aussi bien dans sa mise en avant que dans sa destruction. Et là, pour le coup, vraiment, oui, on se régale avec ce genre de trait, en tout cas, et d'univers. Moi, en tout cas, je me régale. Il y a encore la question du scénario qui se pose, mais on verra ça à la lecture du tome 10. On enchaîne maintenant de la 15e à la 11e place. À la 15e place, on est chez Pika, avec la réédition d'un titre qui fera environ 19 tomes, un manga de sport. Il y a pas mal de mangas de sport qui arrivent, alors il n'y aura pas Deep Free pour le mois d'octobre, mais il sera sûrement pour le mois de novembre. Là, en l'occurrence, on va parler MMA, avec justement le titre MMA. Alors c'est écrit Mixed Martial Artist, hein, ça c'est la définition de MMA, mais je crois que le manga, lui, dans une autre version d'origine, s'appelle All Rounder Meguro ou quelque chose comme ça, par Hiroki Endo, hein, l'auteur d'Eden. Donc bon, moi je me suis un petit peu jeté dessus naïvement, puisque Eden venait de se terminer, et c'est vrai que le trait est assez particulier chez cet auteur, très sympathique au niveau des visages, même s'il n'y a pas beaucoup de décors, je trouve. En revanche, c'est un manga qui peut s'inscrit un peu dans la même veine que Dumbbell, de par son côté pédagogique, de par les entraînements qu'il propose et les explications du pourquoi des entraînements. Et là, on a quelque chose effectivement de très riche à ce niveau-là, de pas inintéressant en plus, c'est plutôt bien fait, c'est simplement expliqué, et vous allez avoir vraiment le MMA, qu'est-ce que c'est dans sa version entraînement classique. On n'est pas vraiment dans les extrêmes, en tout cas pas dans ce tome-là, je sais pas comment ça évolue par la suite, mais on est vraiment dans la découverte initiatique et pédagogique de ce sport.
et qui a tendance à casser tous les clichés qu'on pourrait en avoir, donc ça c'est plutôt sympa. Si vous aimez les mangas de sport et si vous aimez Hiroki Endo, alors vous pouvez passer le cap facilement avec cette œuvre. Je pense que ça devrait vous plaire. Il est 15e ce mois-ci. En 14e position, on remonte dans le temps, et quand je dis on remonte dans le temps, on remonte vraiment bien dans le temps, quasiment 50 ans en arrière, avec du Go Nagai et Kyoti One. L'intégrale chez Issan Édition, alors l'intégrale entre guillemets, puisque vous le savez, je pense que cette intégrale-là, elle existe en 2 tomes en fait, pour vraiment avoir l'intégrale, mais en France, manifestement, en tout cas à l'heure où je vous parle, et pendant encore quelques temps, nous n'aurons que le tome 1. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que quand on a fini la lecture de Kyoti One, on a un goût de trop peu, alors on accepte que ce soit fini, de toute façon, on est sur des mangas d'époque qui se suivent au niveau des chapitres façon Goldorak. Et très honnêtement, je pense que la lecture du dernier chapitre de la série, même si je le lisais uniquement ce dernier chapitre après ce tome-là, alors je pourrais quand même tout comprendre. À peu de choses près, je raterais pas grand-chose. Go Nagai, il est 15e parce que, honnêtement, c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire non plus. Alors il y a des traits, un découpage, il y a une mise en page, une narration qui est plutôt moderne pour l'époque. J'ai trouvé ça assez surprenant des fois de jouer avec les cases, d'en sortir un petit peu des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas qu'on voit très rarement chez Tezuka, même s'il commence à le faire dans certaines de ses œuvres par-ci par-là. Mais là c'est quand même imprégné, il y a un rythme, et puis en plus on sent tout le côté un peu pervers, malicieux, provocateur de l'auteur qui rentre dans des genres, qui rentre dans des cases que le lecteur à l'époque n'avait peut-être pas l'habitude d'avoir. Et puis la dénonciation aussi, il y a beaucoup de messages sociaux qui passent sous couvert d'une certaine caricature, notamment son rapport avec le militaire, avec l'armée, avec l'autorité. Bref, c'était vraiment très sympa à lire, quoique un peu vieillissant quand même. Néanmoins, une bonne lecture, une œuvre à posséder, d'autant que j'ai trouvé d'occasion, donc c'était très sympa. On revient chez Meian avec une très bonne découverte, vraiment, mais vraiment une très bonne découverte, une lecture à laquelle je ne m'attendais pas, avec un dessin rafraîchissant, un humour tout aussi léger et rafraîchissant, et une histoire pour le coup assez originale avec ce démon qui renaît un petit peu de ses cendres, qui se réincarne en lui-même, hein, mais en personnage beaucoup moins fort. Il n'a pas emmagasiné assez de magie, donc nous avons, alors, la reine des démons, attention, quand je dis ce démon, je parle au féminin, et qui n'accepte pas que le héros qui était en temps de paix depuis pas mal d'années, finalement s'est laissé aller à une vie de oisiveté et de grosses glandouilles façon étudiant qui sait pas quoi faire. Donc c'est Demon Lord in One Room Hero, avec donc le seigneur des démons qui va vivre dans la chambre bordélique du héros qui glande, et elle va être là pour essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure avec cette idée de vouloir le combattre au final. Alors est-ce que ce manga terminera par une confrontation des deux, ou alors une espèce de relation amoureuse qui s'installe bon gré mal gré entre les deux? Il y a un peu de romance, il y a un peu d'heroic fantasy comme ça, parce que ce héros n'est pas un héros solitaire, hein, il a appartenu à une troupe, donc on revoit un petit peu les personnages avec lesquels il a pu combattre le mal, qui apparaissent comme ça au fur et à mesure. C'est très amusant, je vous dis, parce que c'est vraiment original et inattendu, et je trouve ça très malin, et j'ai passé un très bon moment avec Demon Lord One Room Hero. 13e place donc pour Demon Lord One Room Hero. En 12e et 11e position, on va quasiment faire coup double avec La Demeure de la Chair et La Chenille. Alors pourquoi je les mets quasiment ensemble? Tout simplement parce que c'est un genre assez particulier. L'un est de Kazuichi Hanawa, l'auteur de La Prison. L'autre, évidemment, vous le savez, par Suihiro Maruo, inspiré d'Edogawa Ranpo. Je ne vais pas vous le présenter, mais c'est de l'éroguro. Alors l'éroguro, c'est de l'érotique gore, mais burlesque, un peu grand guignol. Donc on est vraiment dans de la démesure, dans du what the fuck en vrai, hein, on appellerait ça du what the fuck maintenant tout simplement. Et on a cette espèce alors couplé avec de l'érotique qui n'apparaît pas forcément dans le what the fuck, en tout cas pas comme ça, parce que là pour le coup c'est de l'érotique gore des fois, mais c'est waouh, vous n'avez pas vraiment idée, vous n'êtes pas prêt. Si vous connaissez pas le genre, je vous assure, vous n'êtes pas prêt, c'est vraiment pour public averti. Mais on part dans des œuvres malicieusement génial en vérité, parce qu'on en redemande, et la créativité des artistes dans leur genre, elle est juste dingue, couplée avec des traits extrêmement froids, malaisants comme ça, vraiment quelque chose de glacial dans le regard, dans les attitudes des personnages.
lié à une fatalité de ce qui se passe, c'est délicieux en vérité. Donc ils sont 12e et 11e, j'en parle précédemment dans certains mangas voraces, dont mardi dernier pour la demeure de la chair, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus, hop, c'est par là. On passe maintenant de la 10e à la 6e place, je crois. Alors, oui, c'est ça. Donc, les 5 derniers, ce sera pour la dernière partie. En 10e position, c'est un shonen qui a bien fait parler de lui pour plusieurs raisons. D'abord, avec l'apparition du nouveau logo Crunchyroll. Mais qu'est-ce qu'on s'en cogne en vérité. Mais... Bon, bref. Et donc, le tome 1 de Dan Dadan par Yuki Nobutatsu. Pourquoi il est en 10e position? Parce que j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce tome. Je l'ai trouvé frais, je l'ai trouvé dynamique, j'ai trouvé qu'on présentait un shonen avec énormément d'énergie, pas mal d'originalité. Là où Sakamoto Days reprend quand même pas mal de choses connues. Mashle, j'en parle pas. Kaiju Number 8, j'en parle encore moins. Il y a énormément d'influences. J'ai trouvé que dans Dan Dadan, alors évidemment il y a des influences, mais ça c'est normal, plus les années passent et plus on se nourrit de ce qui s'est fait avant, c'est tout à fait logique. N'empêche, il tire bien son épingle du jeu avec un rythme et avec une certaine originalité, même si on retrouve un peu le côté un peu dark, un peu cru de Chainsaw Man, qui est pourtant un manga récent. Donc vous voyez, on s'inspire des choses déjà bien récentes. On retrouve quand même un côté noir au shonen qu'on avait un petit peu perdu à l'époque du trio magique Naruto, Bleach, One Piece, et qui était présent un peu plus dans les années 90 et 80. Là, il y a un petit renouveau, je trouve, un petit retour comme ça sur ces shonen un peu plus noirs, qui n'hésite pas en fait à sortir un peu des sentiers battus et à sortir un petit peu des normes que l'on peut retrouver habituellement dans les shonen. Moi je trouve ça plutôt correct, en plus c'est bien dessiné, on a vraiment de très bons plans. Là c'est un bon manga, ça peut faire la blague, mais vraiment bien. Dan Dadan, il est 10e ce mois-ci, je continuerai avec plaisir cette lecture. 9e position, on passe du côté du Yakuza, du monde de la nuit et de la chasse au trésor. 2e tome pour Golden Guy, avec son petit effet comme ça, doré sur la cover, très sympa, vraiment, mais agréablement surpris par le premier tome, qui, j'espérais, allait lancer les autres tomes sur le même niveau de qualité scénaristique, de dessin, de fraîcheur, de limpidité, de lecture, d'humour, et c'est le cas. Le tome 2 est tout aussi efficace que le tome 1, donc c'était pas juste un coup d'essai, on est vraiment dans la continuité, tant dans le trait que dans l'humour, dans le rythme que dans le scénario, donc on sent qu'il y a une certaine maîtrise. Un dessin qui n'est pas sans rappeler parfois des traits seinen façon inspecteur Kurokoshi, je trouve. Alors bon, c'est vraiment les goûts et les couleurs, là c'est en ce qui me concerne. Ça dépote, plus je vous l'avais déjà dit, et je le redis un petit peu, ce côté un peu léger du personnage, de celui-ci, qui ne semble pas toujours prendre les choses au sérieux, mais on peut compter sur lui quoi qu'il arrive dans les moments cruciaux. Il y a un petit côté Ryo Saiba, alors je le mets vraiment entre guillemets, attention, c'est pas un gros obsédé déjà, mais voilà, vous pouvez compter sur lui et il est assez badass. 9e position pour Golden Guy, qui est une très bonne surprise, très bonne découverte de fin d'année 2022. En 8e place, remonte dans le temps pour un manga qui était avant-gardiste à son époque, là je vais en parler également dans un manga vorage, je vous place le petit lien, j'en ai beaucoup parlé, donc on va refaire vite fait. Banana Fish, thriller policier, qui s'inspire des genres un peu shonen, un peu seinen, un peu shoujo et un peu yaoi également. C'est pour ça que je vous dis qu'il est un peu avant-gardiste, parce qu'il date quand même de 1986 ou 87. C'est pas rien, mine de rien. On n'est pas sur une époque où tous ces genres-là étaient fleurissants et aussi démocratisés, même en parler, ça se faisait pas trop. Déjà, en France, le manga n'existait pas, tout simplement, à part dans les dessins animés, qui étaient cutés à la hache, comme ça. Donc bon, c'est très étonnant et c'est palpitant à suivre. Fortement inspiré des films hollywoodiens, des films policiers de l'époque, vraiment dans le découpage, dans la narration, vraiment, il y a une très forte influence à ce niveau-là. C'est 10 tomes, c'est chez Panini, c'est fini. À l'intérieur, vous avez une sorte de, je sais pas quoi d'ailleurs, je sais jamais comment ça s'appelle, mais enfin un big marque-page, un marque-page XXL. Ouais, c'est pas mal, Banana Fish, et j'ai hâte de continuer. Alors j'ai beaucoup de séries de lecture en cours, mais c'est ça aussi parce que ça permet de renouveler un petit peu et puis d'alléger l'esprit, de pas toujours lire la même chose. Pour le coup, j'avoue que je m'en plains pas. 8e position pour Banana Fish, et 7e position avec un shonen. Ouais, j'en ai déjà beaucoup parlé et il se replace bien une nouvelle fois parce que oui, il est très bon.
J'ai largement préféré quand même la lecture des 2 premiers tomes, et là le tome 4 me laisse un peu sur la fin. J'ai hâte de lire le tome 5, parce que c'est sorti en juillet, donc on attend, hein, les tomes 1, 2, 3, 4 donc de Karakuri Circus, et j'attends impatiemment de lire le tome 5, parce que... mais j'ai envie de savoir en vérité. Et ce tome 4, eh ben ils m'en disent pas assez. Alors c'est très très bon, les choses s'installent, parce que on a eu énormément de rythme dans les 2 premiers tomes, et puis finalement à partir du tome 3 et 4 on repart sur autre chose, ou alors on a l'impression qu'on réinstalle un rythme, on réinstalle un propos, on réinstalle une intrigue qui était partie sur les chapeaux de roue. Donc ce tome 4 là, ça y est, on sent que tout s'est installé, on sent qu'on y va, mais on va où ? Alors ça c'est la grande question, c'est la grande énigme, où on va avec Karakuri Circus. Je ne ferai aucun pronostic, parce que déjà que le tome 2 m'a mis une sévère claque dans son final, je m'y attendais pas. Donc je ne préfère vraiment faire aucun pronostic et me laisser aller à la découverte d'un titre vraiment exquis dans son contenu, puis dans sa forme aussi. 7ème position pour Karakuri Circus. En 6ème position, on arrive chez Kiyun avec un auteur que j'apprécie énormément. Nous sommes en temps de guerre au Japon, montée du nationalisme, romance, horreur de la guerre. Masasumi Kakizaki nous propose Les Amants Sacrifiés, tome 1 sur 2, et je regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas avoir le tome 2 dans les mains, parce que c'était vraiment un énorme plaisir à lire pour un auteur qui, j'ai l'impression, ne fait jamais fausse note, ne fait jamais d'hors-sujet, ne se rate jamais dans les œuvres qu'il propose. C'est super bien dessiné, mais vraiment c'est super bien dessiné, j'adore ce trait. Il est noir et clair à la fois, c'est sombre et lumineux en même temps, c'est hallucinant tellement c'est bien fait. Son scénario est maîtrisé de bout en bout, ses mises en page, ses plans, ses perspectives, ses changements de rythme sont faits avec justesse. Vraiment, Kakizaki nous régale. Alors là, c'est avec Les Amants Sacrifiés, mais c'est également le cas avec Beastarius, c'est également le cas avec Green Blood ou Hideout, et puis il est en collaboration également sur Rainbow dans les dessins, vous le savez. Bon, c'est juste génial, c'est un auteur qui mériterait qu'on parle de lui encore plus, un petit peu comme... voilà, hein, vous m'avez compris. 6ème position pour Les Amants Sacrifiés. En 5ème position, c'est vraiment parce qu'il m'a fait rire, parce qu'au niveau du scénario, il n'y a rien, mais il n'y a rien, et à la limite, il n'est pas là pour ça. Qu'est-ce que je me suis marré, lecture des tomes 7, 8, 9 et 10, sachant que ça y est, les tomes 11 et 12 arrivent très bientôt. Peut-être qu'ils sont arrivés d'ailleurs, il y a toujours ces histoires de différer au moment où va être placée la vidéo, je sais plus trop, en tout cas Grand Blue, mais je me suis marré, alors là c'est vraiment bête ce manga, c'est bête mais qu'est-ce que c'est bon, mais on s'y retrouve, là c'est vraiment la vie étudiante dans tous ses excès, dans les beuveries, dans la fiesta, dans la naïveté, dans la paresse, dans le j'en-foutisme, et en même temps, il faut bien à un moment se donner des coups de pied au cul. Ah, c'est vraiment excellent, mais excellent. Je me suis marré, mais marré, je vous assure, génial. Il est 5ème ce mois-ci. 4ème position pour un titre, alors j'ai amené le collector avec moi, Saint Seiya Time Odyssey. Regardez-moi cette cover, mais elle est sensationnelle. Sans compter sur l'objet, qui est vraiment un bel objet de collection, le titre nous propose donc le retour, le renouveau, la revisite un petit peu, et avec des nouveaux ennemis. Alors effectivement, ce ne sont pas des dieux. Je me suis planté. Chronos, c'est pas un dieu, c'est un, je sais plus quoi, titan, enfin bref, effectivement, c'est pas un dieu. Bon bref, j'ai plus le nom en tête là, mais oui, j'ai fait une petite erreur. N'empêche qu'on se régale à la découverte de cette espèce de BD manga, un peu comique d'ailleurs, dans toutes les couleurs et dans toute la mise en forme qu'il propose sur certaines doubles pages. Il y a vraiment un melting pot comme ça des cultures, un mélange, un savant mélange, parce que c'est réussi, et vraiment je me suis plu à lire, à relire, à découvrir et à redécouvrir tout ça à la fois. L'œuvre proposée par Jérôme Alquier et Arnaud Dolène, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont deux, évidemment d'après l'œuvre de Masami Kurumada. Ouais, 4ème position, c'était très bien, je ne peux que vous inviter à essayer de découvrir ce titre. Il sera en 5 volumes, je pense que ce sera un par an, donc il y a un petit peu le temps, c'est vrai, n'empêche, un vrai régal. Parlant de régal, en 3ème position, donc là on arrive sur le podium.
On est chez Le Lézard Noir par Tomoko Oshima et c'était génial. C'était génial, grandiose. Le monde selon Setchan. Je ne peux pas trop vous parler de l'œuvre parce que j'aurais peur de vous spoiler, mais la poésie, l'onirisme, la fatalité, le slice of life, les questions qui se posent sur des jeunes personnes comme ça, vraiment des questions de société et d'envie, d'environnement également. Bref, il y a énormément de thèmes modernes abordés. Tout est limpide, le trait est presque caricatural avec ce qu'il faut pour dégager les émotions et l'importance des sujets traités, les émotions des personnages et les émotions que vous allez aussi avoir à la lecture. Absolument sublime. Le Lézard Noir nous régale quand même avec pas mal de titres, il faut le dire. Et Le Monde selon Setchan est vraiment, mais vraiment très très bon. Je vous le conseille, mais vraiment. Deuxième position, un autre titre que je conseille absolument, c'est obligé, bien sûr. C'est de la réédition, ce sera en 5 tomes, je ne m'y attendais pas, j'avais complètement occulté d'ailleurs l'apparition de ce titre, je l'avais même pas coché dans les œuvres, dans les envies, donc il n'apparaissait même pas dans mon planning personnalisé sur Manga Collect. C'est quand je suis allé, parce que de temps en temps je reste curieux, je vais quand même voir le planning des nouveautés, et des fois que quelque chose aurait popé ou que j'aurais raté quelque chose, ça arrive souvent même, c'est pour ça que je le fais. Et là, Daisuke Ilagashi donc, revient avec, chez Delcourt Tonkam, Les Enfants de la Mer, dans une édition, somme toute, très qualitative, grand format. Alors, là, comme ça, par rapport à l'édition, j'ai juste envie de vous dire, c'est pour faire de la concurrence, parce que la collection Moonlight, Les Enfants de la Mer, on est clairement dans la concurrence ou dans le cousinage avec la série des Pika Masterpiece. Mais clairement, parce qu'on est sur le même format, quasiment le même prix, avec un travail éditorial qui est même un poil plus qualitatif pour un prix un peu plus bas quand même. je sens qu'on règle ses comptes par série interposée comme ça entre certains éditeurs, ou qu'on leur dit clairement bon nous aussi on va le faire et on va le faire mieux, enfin bref. Ça sent quand même, ça sent l'embrouille. On va revenir sur le manga, j'en ai parlé énormément mardi dernier, je ne peux que vous le conseiller, c'est une œuvre philosophique, poétique, contemplative, fantastique, superbement bien rythmée et bien dessinée, savoureux à lire. Si vous n'aimez pas la mer, vous pouvez passer votre chemin en revanche, parce que Les Enfants de la Mer parlent de la mer, très clairement. Mais c'est hyper bien dessiné, un vrai régal. Les Enfants de la Mer, 2e place ce mois-ci. Et alors le premier c'est aussi une grosse surprise. Et j'avais envie d'insister, j'avais envie de le mettre premier ce mois-ci parce que vraiment je l'ai trouvé l'œuvre très intelligente et je m'y attendais pas. Et on n'en parle pas beaucoup. Et il va vraiment falloir. Alors le tome 2 va arriver ou arrive et je n'ai qu'une hâte, c'est mettre la main dessus, en faire la lecture et voir un petit peu comme avec Golden Boy, comme avec Golden Guy, où je vous disais que est-ce que le 2e sera aussi bon que le premier, ou alors c'était juste un coup réussi, et puis finalement, derrière ça suit pas. Je vous parle bien sûr de Darwin's Incident, si vous m'avez suivi. Ce tome 1 était d'une richesse, d'une intelligence, mais machiavélique en fait, d'une efficacité absolue. Je me suis régalé, j'ai eu l'impression de lire une série télévisée, et pour le coup, j'ai trouvé beaucoup d'influence à du Urasawa, le maître un petit peu des feuilletons manga, donc c'est pas pour rien que j'utilise la notion de série télévisée. C'est très bien foutu. Oui, il y a un petit côté la planète des singes, alors la planète des singes moderne là, puisque nous avons notre chimpanzé Charlie, évidemment, qui va évoluer et qui est très intelligent, qui est plus fort que des chimpanzés physiquement et qui est plus intelligent que des humains psychologiquement, socialement, mentalement. Les deux couplés ensemble, ça donne un être presque parfait finalement. Waouh! Mais vraiment, waouh! Comment ça va évoluer? C'est le cas de le dire, je n'en sais rien. Mais un régal et une très grande surprise qui augmente encore le plaisir que j'ai pu avoir à la lecture et je vous le recommande vraiment. On est chez Kana, collection Big Kana. Voilà, c'était le top manga vorace du mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui, comme toujours, je vous donne rendez-vous mardi prochain, tout simplement, pour le manga vorace. Lisez plein de mangas et moi, en attendant, je vous dis...